Ah, on est reparti sur le concept de destin comme dans Once Upon a Time, mais ça m'avait manqué. Donc, on en apprend un peu plus sur Tao, notre jeune indigène, qui raconte donc que c'était un village qui se préparait un peu pour certaines prophéties, qui avait certaines croyances, et puis au bout d'un moment, son père est mort. Et il restait plus que lui. Donc c'était une petite communauté. C'est vachement triste, cette histoire-là. Il s'est retrouvé tout seul, sans aucun adulte pour le guider, tout ça. Et il est tout sourire. Je veux dire, tu vois vraiment la vie du bon côté, vieux. Il leur raconte un petit peu qu'il y avait une prophétie qui expliquerait qu'il y aurait une fille aux yeux sombres qui viendrait à telle date précise, c'est-à-dire hier, pour l'aider à trouver le chemin vers les cités d'or. Et ouais, donc j'imagine qu'il y a aussi une prophétie par rapport à une sorte d'élu qui aurait réussi à traverser à la nage les deux bords, sachant qu'il n'y avait pas une date précise pour lui, j'imagine. Donc voilà, donc je vais rapidement dire pourquoi ça me gêne. Et honnêtement, c'est 100% personnel ça. J'aime pas le concept de destin dans une histoire à proprement parler parce que ça sous-entend clairement que chaque action de nos personnages ne vient pas ne vient pas réellement de leur libre arbitre. Tout est déjà écrit à l'avance en fait. D'un point de vue purement technique, dans une bonne histoire, c'est ce qu'il faut, c'est le cas quoi. Tout est écrit à l'avance. Chaque action doit être prévue pour amener à telle conclusion. Mais quand on insinue ça dans l'histoire de nos personnages elles-mêmes, c'est-à-dire que c'est pas lorsqu'ils ont fait un choix précis, lorsqu'il leur est tombé une crasse précise qu'ils ne pouvaient pas prévoir, etc., et qu'ils ont réagi en conséquence alors qu'ils auraient pu réagir différemment, c'est pas à cause de tous ces détails-là, de toutes ces variables-là, qu'ils en sont, ils en sont maintenant, ils en sont là parce que les événements qui sont passés étaient voués à se passer. Qu'ils aient l'impression d'avoir eu un choix ou non. Et je suis pas fan du concept, quoi. Pour moi, ça ôte beaucoup de poids au principe de libre arbitre, parce que pour moi, c'est vachement important, le principe de libre arbitre. Le fait que par rapport à nos capacités, à notre situation, nos choix peuvent vraiment déterminer comment on va se retrouver, en fait. Et voilà, donc quand une histoire, parce que c'est loin d'être le seul cas, quand une histoire part sur le principe que ouais, il y a des tonnes de prophéties qui prédéterminent tout, et puis YOLO, c'est quelque chose qui me gêne un chouïa. Ça veut pas dire que ça devient nul tout d'un coup, hein. J'aime beaucoup la série Lost, alors qu'il y a clairement un côté destin prédéterminé sur beaucoup de points. Donc c'est pas le problème, enfin c'est pas un immense problème, mais ça me gêne toujours un petit peu ça. Donc voilà, c'était la grosse parenthèse. Maintenant que c'est dit, donc oui, Tao leur raconte que donc la prophétie lui a dit que cette fille aux yeux noirs qui viendrait lui indiquerait le chemin pour retrouver les cités d'or, parce qu'il existe 7 cités d'or et Tao ressent le besoin de les rejoindre parce qu'il y a une prophétie que seul lui a lue ou un truc comme ça qui a dit que des hommes blancs s'en prendraient à une des cités, s'attaquerait à une des cités et la détruirait. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est vachement méfiant envers les autres en dehors de Zia. Donc ouais, c'est tout à fait compréhensible à ce niveau-là. Petit détail. À nouveau, là, ça, je pense que c'est plus pas pour besoin scénaristique, sinon ce serait compliqué. Hein. Comment se fait-il qu'ils parlent leur langue, en fait? Je veux dire, jusqu'à présent, qu'on les entende tous parler français, c'est un peu logique, ils parlent tous la même langue, espagnol, mais là, ils devraient pas connaître l'espagnol, Tao, donc, histoire de dire, le petit détail, hein, c'est pas grave, hein, c'est pour faciliter les choses, donc ouais, tout le monde va parler l'espèce de même langue, même s'ils sont pas censés parler la même langue, mais voilà, c'est un petit détail, histoire de dire. Je préfère encore ça à ce qu'on invente une excuse bidon à la con comme dans le film Atlantide. Enfin bref, les 7 cités sont en fait ce qu'il reste de l'empire de Mu, hein, dont on parle. Hein, on fait un petit documentaire là-dessus, c'est une cité de légende. Hein, c'est très similaire à l'Atlantide justement, hein, puisque ouais, ils avaient des technologies qui surpassaient celles de maintenant et ils ont fini par sombrer, donc c'est l'Atlantide quoi. Voilà. Ou alors, est-ce que ce serait pas la même chose, mais avec des noms différents? Genre, telle culture appelle ça Mu, et telle autre culture appelle ça Atlantide, peut-être?
que c'est rien, parce que oui, c'était vraiment un gros continent qui a fini par disparaître sous les mers comme l'Atlantide en fait. À nouveau, j'ai pas fait de recherche, j'aurais dû faire des recherches sur le coup. Quoi qu'il en soit, on découvre rapidement qu'Esteban a toujours le vertige. Donc ouais, c'est intéressant de jouer là-dessus. Hein. Donc ça a été amené dès le premier épisode et on joue un petit peu là-dessus lorsqu'ils essayent d'admirer le paysage sur les hauteurs du village dans l'arbre. Et ouais, alors le petit truc que j'ai à dire par rapport à ça, c'est qu'il me semblait que l'un des éléments intéressants de l'épisode 2, c'est que justement il apprenait à vaincre son vertige. Le fait qu'il l'ait encore un petit peu, c'est totalement compréhensible, mais là, j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup bougé en fait. C'est le petit truc, ça gâche un petit peu l'ellipse qu'ils ont faite autour d'Esteban qui apprenait petit à petit à affronter sa peur. Ouais, je sais pas, on aurait pu faire un truc un peu plus subtil que il tremble, etc. Lorsqu'il voit ça, il n'ose même pas regarder, etc. J'aurais pu faire un truc un petit peu plus subtil. Mini détails, on est bien d'accord, hein, ce sont des mini détails que je reproche. Allez pas croire une seule seconde, ah mais c'est nul, oh non, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que ouais, dans les mises en scène, il y a des trucs qui auraient pu être faits de façon un peu plus fine. Mais ça veut pas dire que c'est mal fait. Au contraire, moi je suis content qu'on fasse gaffe à ce genre de détails que ce trait du personnage d'Esteban soit repris, c'est très sympathique, hein, juste voilà, et son évolution est un peu moyenne à certains égards. C'est un petit détail à la con, hein. N'empêche que après leur discussion autour de l'Empire de Mu, et le fait donc que Tao est très suspicieux envers les hommes blancs, il est un petit peu sur les nerfs par rapport à Esteban et surtout les trois personnes qui l'accompagnent. En lui demandant mais comment vous avez pu faire une carte aussi précise et c'est quoi cette arme que vous avez, et donc avec le pistolet qu'il a volé dans l'épisode précédent. Et donc quand il voit ce que ça fait cette chose là il se dit ok, je vais pas lui faire confiance et je me barre avec Zia. Zia qui est un petit peu... Celle qui subit, ok, on me tire par le bras, je suis... C'est pas la première fois que ça le fait, c'est dingue ça. Elle arrive pas vraiment à se débattre, elle fait que suivre la personne qui lui dit suis-moi presque. C'est un peu dommage parce que elle est intellectuelle, elle sait analyser certaines choses, elle fait sévère faire preuve de sagesse à 2-3 petits moments, mais la plupart du temps c'est juste... je suis le mouvement. Donc ouais, elle se laisse emporter. Tandis que Mendoza et les deux Pecno ont rejoint l'île en radeau. Et ils l'ont construit vite, ce putain de radeau. Ou alors, Esteban a dérivé pendant très longtemps. Enfin bref. Ouais, donc il y a quelques moments un petit peu ridicules autour des faces de singe et bégayeurs. Est-ce qu'ils vont avoir une quelconque utilité à un moment donné, quoi? Je veux dire, à part épauler Mendoza pour arriver à diriger la barre, histoire de dire, oh, il peut pas faire ça tout seul. Mais sinon, en dehors de ça, est-ce qu'ils vont avoir une quelconque utilité précise à un moment donné? Parce que je vous jure, il me gonfle cela. Bref, Mendoza arrive juste au moment où le coup de feu est tiré, un peu accidentellement par Tao, et donc le voit s'enfuir, essaye de lui tirer dessus, mais Esteban lui dit non, attends Mendoza, on peut pas faire ça, il a peur de nous, il faut pas réagir comme ça. Et ils le suivent jusqu'à une grotte du continent où il s'est rendu grâce à un système de poulies qu'il a fait. Donc il a dû en user de la corde pour se permettre tout ce trajet-là. Ouais, donc oui, quand il dit qu'il a fallu des dizaines d'années pour construire tout ça, oui, c'est tout à fait compréhensible, hein, je veux bien le croire. Dans cette grotte donc artificielle créée par les hommes, il y a tout un trésor, tout un coffre à trésor, dont comment ça s'appelle ce truc, un kipou. Alors je saurais pas vous dire exactement ce que c'est une espèce de truc mûche, excusez-moi, de truc mûche qui sert de message secret. Et donc, comme Zia s'y connaît un petit peu dans ce genre de choses, elle peut le traduire, ce message secret, qui permettrait à Tao de rejoindre une des cités. Et donc, ce message secret dit... En gros, que Solaris, le vaisseau des Mu, se ferait apercevoir, ressurgirait, dès lors que la foudre aura retenti sous le sol. Et donc, Tao se dit, ça veut dire quoi? Je comprends rien. La foudre sous le sol, Ouais, donc Zia aussi se dit, ouais, moi aussi je comprends pas trop, mais c'est ce qui est écrit, hein.
c'est pas de ma faute hein, si tes ancêtres aiment d'être cryptiques dans leur prophétie merde. Donc finissent par être rejoints par Esteban, Mendoza et compagnie. Et c'est là qu'il leur lance le monstre de la caverne, un iguane géant qui est maintenu dans une cage. Est-ce qu'il vient le nourrir régulièrement comment ce truc arrive à survivre exactement? Ou alors il y a plus des humains qui viennent régulièrement dans le coin et donc il les bouffe. Je sais pas. Je vais partir du principe qu'il vient le nourrir régulièrement. Comme un animal de compagnie. Enfin bref, donc ouais, c'était une espèce d'iguane géant qui était enfermé dans le coin. En voulant se défendre, Mendoza tire un coup de feu et à cause de l'écho qui se fait bien entendre à plusieurs reprises dans la grotte, et ben ça, c'est comme ça que la prophétie le comprend, c'est cette foudre sous le sol. Voilà, donc la prophétie, hein, ce genre de circonstance était voué à se produire. Et donc en tirant son coup de feu et en faisant cette espèce de bruit de foudre, la grotte commence à s'effondrer et derrière une paroi, derrière un mur, c'est là qu'apparaît un grand vaisseau partiellement doré, le Solaris. Tandis que quand même il y a des débris qui tombent, donc il faut faire un petit peu gaffe, notamment Tao qui finit par se faire recouvrir par un gros rocher. Et grâce à Mendoza, Esteban et les autres, il arrive à être retiré du rocher avant que ça n'aille plus mal pour lui. Ils arrivent à sortir de la grotte et contemplent le Solaris dans toute sa splendeur, en se disant ouais c'est quand même une technologie différente de la nôtre, donc ça se conduira peut-être pas, ça se naviguera peut-être pas forcément comme un bateau normal. Et c'est là que Tao, bien qu'un peu réticent, décide d'aider notre groupe à manœuvrer cet engin. Donc ça se termine là, c'était pas mal du tout. Donc si on accepte le côté destin, prophétie qui prévoit tout, donc il n'y a aucun libre arbitre, tout ça. C'était sympathique, on découvrait l'histoire de Tao de façon un peu exposition, mais de l'exposition pas trop mal amenée. Oui, et puis on comprend un petit peu son besoin de raconter sa vie aux premières personnes avec qui il sympathise, parce qu'il a été seul pendant un petit moment, quoi. Donc ça passe très bien. Il y a pas mal de moments assez intenses, et ouais, c'est une bonne introduction de personnage, et ça promet beaucoup de choses, notamment le Solaris qui est assez magnifique. Hein. Le grand Condor, c'est pas tout de suite qui va apparaître. Et ouais, ça posait bien les bases de ce qu'on pourra voir par rapport aux cités d'or, différentes civilisations, leur passé, tout ça. C'était pas mal. L'histoire du peuple et ce que ça peut amener par la suite est plutôt bien présenté dans le genre raconté par dire. Voilà, c'était tout à fait acceptable à ce niveau-là. C'était sympathique de découvrir Tao qui a sa petite personnalité et son ressenti envers les hommes blancs pour des raisons tout à fait compréhensibles. Donc ouais, c'était sympathique. À nouveau, hein, c'est une histoire continue qui se chemine bien. Et j'attends de voir la suite. À très bientôt pour l'épisode 7. Bye!